buenas tardes. Estamos ubicados en el campus universitario de la Universidad del Valle, exactamente en el departamento de Filosofía de la Universidad del Valle, ubicada en Cali, Colombia, para compartirles una información que es muy importante en momentos turbios de la vida y es una información filosófica, es decir, es una información de alegría filosófica. En esta ocasión tenemos el gusto de compartirles el hecho de que en esta universidad el día 2, 3, 4 y 5 de octubre del año 2018 se están realizando en este momento dos eventos muy importantes. Uno, como ustedes pueden verlo en los propios carteles que tenemos aquí, es un seminario en francés, La pensée artistique de Friedrich Nietzsche a Bruno Cani. Ese es el primer evento que hemos realizado. El segundo evento, que se realizó el día 2 de octubre, el segundo evento arrancó el día 3, 4 y 5 de octubre. En el momento en que estamos grabando todavía el evento está en plena realización. Es el 6º Congreso Colombiano de Estudiantes de Filosofía organizado por nuestro Departamento de Filosofía. Ese evento es muy importante ya que recibimos alrededor de 700 estudiantes de todas las universidades del país, públicas y privadas, e incluso hemos tenido el honor de tener gente que ha venido de México, de Argentina y de Costa Rica a nuestro sexto congreso de estudiantes de filosofía de Colombia. ¿Sí? Para esta ocasión ha sido muy importante la invitación de personas extranjeras que en realidad no lo son tanto porque siempre han estado muy próximas a nosotros. En este caso, como ya lo citaba el profesor Bruno Cani de la Universidad de París 8, con quien nuestra Universidad del Valle cuenta con un convenio de doble titulación para nuestros estudiantes. Igualmente de la Escuela de Minas de París, la profesora Anne-Françoise Schmidt, que nos ha honorado y nos ha honrado también con su visita, está con nosotros y ambos profesores han realizado sendas conferencias, tanto de apertura como de cierre del 6º Congreso y, como ya lo decía anteriormente, del seminario de Federico Nietzsche a Bruno Cani sobre el pensamiento y sobre la filosofía del pensamiento artista. ¿Sí? Entonces vamos a pasar posteriormente con mi colega François Galland del Departamento de Filosofía a realizar una charla amena de tal manera que podamos enterarnos un poco de qué es lo que la profesora, empezaremos con la profesora Anne-Françoise Schmidt, viene a proponernos y de qué nos ha hablado y cómo nos ha ayudado a enriquecer nuestro propio pensamiento. La entrevista será en francés, ya que nosotros tenemos secciones francófonas en el Departamento de Filosofía desde hace 9 años y hacemos cursos en francés, entonces no faltaremos a la oportunidad igualmente de hacer esta entrevista en francés. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, pasamos entonces a realizar la entrevista. Anne-Françoise, bienvenue de nouveau. Nous sommes très heureux de votre venue. Je voudrais, pour commencer ce petit dialogue, connaître un peu votre sentiment, comme on dit. Vous avez rencontré des étudiants, vous êtes présente depuis quelques jours maintenant au département de philosophie. Quel est votre premier sentiment, même si ce sentiment n'est pas académique, même s'il n'est pas intellectuel? Dites-moi un peu. Oui, ce sentiment, c'est d'abord celui d'un lieu vivant, vraiment très vivant, avec des tensions, mais des tensions positives, de l'intérêt, de l'engagement. Et c'est assez étonnant pour une personne qui vient d'Europe, où la philosophie est une spécialité qui a son importance, mais une spécialité. Et il n'y a pas ce côté vivant que l'on trouve dans la faculté. Et ça, c'est une chose qui est extraordinaire pour nous. Bien sûr, je partage cet aspect vivant, passionnant et passionné pour celui qui
qui enseigne et essaie de vivre philosophiquement. Et d'ailleurs, ce mot de vivant fait partie est au cœur, disons, de l'intervention que vous avez eue avec cette belle conférence sur invention et fiction en philosophie. Alors, vous avez dit aussi qu'il s'agit d'une spécialité en Europe et qu'ici, au contraire, il y avait quelque chose qui débordait la spécialité, qui est de l'ordre du vivant. Alors, on peut comprendre, en effet, que la philosophie peut être produite de manière très académique, presque régulée, je ne veux pas dire mécanique, et à côté de ça, peut-être en marge, il y a toujours une création philosophique, c'est-à-dire ce que vous avez essayé d'éprouver face à nous. Pouvez-vous nous dire en deux mots de nouveau quel est le terrain de compréhension de ces deux termes très importants qui apparaissent dans le titre de votre conférence, invention d'une part et d'autre part fiction? La philosophie se donne comme une tradition. Et le danger, lorsque on pratique de la philosophie, c'est de rester dans l'histoire de la philosophie. L'histoire de la philosophie est une belle chose, mais la création philosophique, il ne faut pas l'oublier. Et si nous relisons des auteurs passés, relisons-les comme si nous les voyions en train de créer. Alors, ça donne des effets particuliers, qui sont très différents de ceux qu'on rencontre en littérature ou en sciences. Le philosophe qui crée ne comprend pas le philosophe qui est à côté de lui qui crée aussi. Et là, ça donne une condition très particulière de la philosophie. Et donc, les rencontres sont à la fois extrêmement intenses et ne laissent pas de traces, à la fois. Et là, comment dire, dans un lieu vivant, on peut espérer qu'il reste quelques traces de ces rencontres. Très bien. Je comprends mieux et nous en avons discuté grâce à l'intervention du public qui était fort nombreux d'ailleurs. Et il y a finalement la question d'une altérité et de quelque chose qui est nouveau, qui est inconnu pour le philosophe. Alors cette altérité, c'est l'altérité du philosophe face à un autre. C'est l'altérité d'un œuvre philosophique et même d'un système. Alors comment se situer, comment comprendre cette approche du philosophe face à cet inconnu peut-être contemporain, il peut être manifesté culturellement et presque linguistiquement. Comment le comprendre, comment le saisir, comment le décrire? Alors au fond, la question de l'altérité, pour moi, a été très bien discutée dans les années 80. Dans les années 80, 90, la fin du XXe siècle. Lévinas, Derrida, Deleuze, enfin toutes les philosophies de la différence. Maintenant, je pense que c'est un acquis, on ne peut pas l'oublier, mais nous sommes devant des problèmes qui sont aussi autres. Étant donné qu'il y a tant d'altérités, comment faire pour construire un commun? Et alors, c'est comme ça que je suis arrivée à poser la question d'une multiplicité de droits des philosophies. On n'a pas simplement à choisir une philosophie ou deux philosophies pour justifier ou amener ou stimuler notre pensée, mais essayons de penser ce qui change dans notre écriture philosophique si nous postulons une multiplicité de droits des philosophies. Et là, je pense que ça transforme l'écriture. En quoi est-ce que ça la transforme? C'est que on est obligé d'écrire en se disant que d'autres écrivent avec des hypothèses différentes des vôtres, parfois contradictoires, et cela change l'écriture. On ne peut plus penser qu'on est le dernier progrès, mais au contraire qu'on fait progresser collectivement, et là, ça change certains aspects de la philosophie. Par exemple, lorsque le philosophe pense qu'il est seul, qu'il travaille, que la philosophie est isolée, l'affect premier, c'est le doute. Je pense que quand on travaille collectivement, la question n'est plus seulement le doute. Bon, qu'il reste quelque chose qui est traité, parce que c'est tellement classique, comme l'étonnement en philosophie. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus, et que la
que la rencontre entre continents différents fait voir, c'est le trouble. Le trouble est beaucoup plus interdisciplinaire. Il met en jeu le théâtre philosophique. Il met en jeu, on est à l'effet proche et distant, et cela remet en jeu le travail que nous faisons. Voilà. Et là, je pense qu'il y a quelque chose. Et alors, la rencontre avec le trouble avec la Colombie, pour un Français, quel est-il? Ce trouble, il se passe sur deux plans, à mon avis. D'une part, ce que j'ai appris en Colombie, c'est la 3e fois que je viens, c'est l'attention au contexte. C'est pour ça qu'au début, j'ai parlé de lieu vivant. Il y a un contexte. Nous sommes dans un lieu, nous sommes dans un pays, nous sommes dans une situation, nous sommes dans, etc. Voilà. Qui est très importante. En France, ce sont des sumbebekota, comme dit Aristote, des accidents qui fait... Bon. Là, c'est, comment dire, on est obligé d'en tenir compte dans la vie et la création philosophique. Et la seconde chose que je vois, c'est qu'il y a un véritable engagement. J'ai vu cet engagement chez les étudiants, j'ai vu leur façon d'écouter, j'ai collaboré avec vous, j'ai collaboré avec des professeurs d'ingénierie à Bogota, et j'ai vu toujours cet engagement extrêmement fort, en particulier pour la paix. Et je pense que ces deux notions, contexte et engagement, peut donner dans la création philosophique colombienne une couleur particulière. Et nous attendons cette couleur. Oui, une couleur, d'une certaine façon, oui. Ni du blanc, ni du noir. Hein. Ni quelque chose d'universel. On ne peut plus poser une philosophie comme universelle, mais comme quelque chose qui nous amène une couleur particulière dans la philosophie et qui finisse par la modifier peu à peu. Donc ce trouble, cet engagement, ce sentiment du contexte, je pense, va pouvoir changer quelque chose dans la philosophie. Mettre l'universel de façon moins autoritaire, en faisant attention à des choses plus locales qui renouvellent chaque fois les philosophies et la création des philosophies. Très bien. Pour finir, avant de passer de continuer ce dialogue, cette fois-ci avec le professeur Bruno Cani, j'ai encore 2 questions. Et tout d'abord, pour reprendre votre mot de trouble, quant à ce trouble et cette altérité que vous, dans ce cas-là, vous saisissez entre la Colombie et la France, et peut-être pouvons-nous parler d'une certaine réciprocité, pensez-vous qu'il existe un langage qui soit commun, précisément pour saisir ce trouble, ou pensez-vous que ce langage, pour produire du commun, est à inventer? Il s'agit d'une première question. Et la deuxième, peut-être plus brève, mais aussi peut-être plus difficile. Et puisqu'il y a une différence entre l'invention et la fiction en philosophie par rapport à la littérature en particulier, pensez-vous que la littérature peut saisir aussi cette invention qui est particulière à la philosophie? Et la philosophie peut-elle se diriger vers la littérature pour que la littérature puisse lui apporter quelque chose qu'elle n'est pas, et pour représenter peut-être, puisque la peinture était présente dans votre intervention, pour représenter ce trouble. Pas trop à la fois, sinon j'oublie. Qu'est-ce que tu me demandes au début? Alors la première question, c'était de nouveau, je la reprends, pour saisir ce trouble, y a-t-il en place un langage commun entre les altérités philosophiques diverses, par exemple entre l'altérité colombienne et française? Et si ce langage n'existe pas, il faudrait l'inventer. Quel serait-il? C'est la première question. Alors, je dirais 2 choses. D'une part, ce commun, il existe. Il existe quelque part. Le fait que nous nous rencontrions fait qu'il y a déjà quelque chose de commun et que nous puissions parler. Mais il faut aussi le construire. On ne sait pas exactement ce que c'est qu'un commun. Le commun devient intéressant quand on le construit. Pour ça, il faut collaborer, il faut écrire ensemble, il faut voir les effets de cette écriture, et là, nous pourrons avoir un commun beaucoup plus riche. Ah, très bien. Et pour finir, la deuxième question, s'il y a une différence entre l'invention et la fiction dans la philosophie et dans la littérature, pour marquer
La littérature peut-elle saisir cette différence? Et la philosophie peut-elle demander à la littérature de représenter cette différence? Et notamment, je pense à la peinture qui était très présente dans la conférence. Oui, alors évidemment, la grande différence, c'est que la littérature cherche quelque chose de la narration. Même si elle est comment dire, réduite, retravaillée. Si on lit Blanchot ou Sebald, évidemment, ce n'est pas une simple narration. Hein. C'est pas ou Rilke. C'est pas. Mais la philosophie elle-même résiste à la narration. Elle transforme la narration. Est-ce qu'il peut y avoir de subjectif ou de supposé subjectif dans la narration? Elle le transforme en une sorte d'objectivité du système. Et donc là, il y a une sorte de saut. Et l'art nous permet de faire le lien entre les deux. C'est pourquoi j'ai utilisé des tableaux qui sont des sens sans signe, si je puis dire, qui permettent d'une certaine façon de faire un lien entre la philosophie et la littérature. Bien, mais je vous remercie beaucoup pour cette main tendue envers ce mode philosophique et surtout cet essai que chaque jour nous éprouvons à philosopher en Colombie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.